Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Oh, attention. Éric Allen Caldwell est en studio, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Vous connaissez Stéphanie Villeneuve? Oui. Monsieur Caldwell. Merci d'être là. Moi, j'ai été bête avec vous, hein? Vous le savez, hein? Je vous ai traité d'incompétent, puis de pas fin, puis de tout ce que je pouvais trouver dans mon vocabulaire permis par le CRTC. Fait que je suis content que vous soyez là, puis que vous puissiez me répliquer à ce que je vous lance. D'un, j'apprends que vous restreignez au vocabulaire du CRTC. Heureux de l'apprendre. J'essaye, c'est pas toujours le cas. OK. Deuxièmement, oui, je suis content d'être là. Je comprends qu'il y a peut-être eu, vous me disiez hors d'onde, il y a peut-être eu des fois des invitations où j'ai pas répondu présent. Moi, je suis là pour défendre la STM, défendre ce qu'on fait en termes de transport collectif. On a le droit de pas être d'accord. Oui. Si vous voulez, reprenons-ça un par un. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Parfait. On va y aller tout de suite. Il y a 2 nouvelles aujourd'hui, là, puis on parlera du climat global, M. Caldwell, après. Aujourd'hui, d'abord, la nouvelle dans le Journal de Montréal où on apprend qu'il y a désormais, il va y avoir des boîtes. Il y a des boîtes et il y aura des boîtes pour laisser les seringues usagées, des boîtes de récupération. Moi, je regarde ça, là, puis je me dis, est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que ça se pique dans le métro de Montréal? Est-ce que vous êtes pris à avoir recours à ça? C'est quoi votre réflexion qui vous amène à la décision? Je vais répondre dans l'ordre. Est-ce que c'est notre rôle? Non. Est-ce qu'on est prêt avec des gens qui se piquent dans le métro de Montréal? Oui, assurément. Ça amène des enjeux pour la sécurité pour la clientèle, des enjeux pour la sécurité de nos employés. Il y avait un article sur la sécurité de nos employés hier, justement. Peut-être qu'on y reviendra. Certain. Mais oui, on doit prendre des mesures, justement, pour faire en sorte d'amener des mesures qui viennent mitiguer, justement, cette situation sociale qui empire, là. Le métro d'aujourd'hui n'est pas le métro d'il y a 5 ans ou de 10 ans ou de 15 ans. Le métro d'aujourd'hui est un métro qui devient un refuge, justement, pour les populations les plus affectées par des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, et ça amène un enjeu de cohabitation sérieux qui nous inquiète beaucoup, puis c'est pour ça qu'on prend des actions. Moi, si vous me donnez le choix, aimeriez-vous mieux une infirmière ou une boîte à seringues, je prendrais l'infirmière. D'ailleurs, avant, à une autre époque, il y avait des infirmières qui patrouillaient dans le métro. On n'a plus ça parce que, justement, on est beaucoup en demande envers le réseau de la santé, justement, parce qu'on a des enjeux de santé mentale et de toxicomanie qui causent de sérieux problèmes dans le métro. OK. C'est sûr que je vais vous blâmer pour plein d'affaires, là, mais là-dessus, là, vous êtes pris avec un problème qui vous dépasse. C'est un problème de société qui se déverse. Moi, avant, je travaillais à Place Bonaventure. Les itinérants qui couchaient partout, qui bommaient, c'est pire que pire. Ça s'est pas réglé. Est-ce que l'approche de tolérance, d'intervention, de toute évidence, ça marche pas? Ben, ça amène des défis, là. Ça marche pas. Je peux pas dire que je suis satisfait de la situation, là, clairement. Mais il y a aussi une certaine part de réalisme, là. Le métro a beaucoup de portes d'entrée. C'est facile de s'y déplacer. Donc, on constate justement, lorsqu'on fait des interventions, le phénomène des portes tournantes, là. T'sais, sortir quelqu'un du métro qui est... Désolé, je n'étais plus aligné avec le micro. Sortir quelqu'un du métro qui rentre tout de suite par la porte d'à côté, ça n'a pas un effet structurant, là. Alors, on est avec le métro, avec ses multiples entrées, il y a, il faut se le dire, lorsqu'on expulse un phénomène de porte tournante. Donc, oui, comment est-ce qu'on arrive justement à faire en sorte que le métro est vu comme un espace public, hein? Le métro, c'est un peu vu comme un parc. C'est pas vu comme une bibliothèque. C'est-à-dire, c'est vu comme un espace public où certaines populations trouvent un refuge. Mais même dans la bibliothèque ici, là, on est rendu à avoir un programme pour accueillir les itinérants. Là, mais vous êtes en lien avec la mairesse. Oui. J'imagine que vous dites, hey, Valérie, puis vous êtes dans le même parti, Projet Montréal. Valérie, ça n'a plus de maudit bon sens. Là. À UQAM, Berry-UQAM, Bonaventure, vous savez lesquels. Hein? Vous les connaissez, les stations qui présentent des problèmes. C'est quoi votre rapport avec la mairesse parce que les gens circulent là-dedans. On veut aider les personnes en situation d'itinérance, mais en même temps, on veut être capable de circuler sans se faire écœurer sans arrêt. D'un, il y a une distinction que tout le monde comprend. Là. C'est pas le statut d'itinérant qui cause le problème, c'est les comportements. Et c'est souvent les comportements qui, on va se le dire, sont induits à cause des drogues qui sont des drogues sales, qui sont des drogues violentes aujourd'hui, qui amènent une imprévisibilité dans les comportements. Ce qui fait qu'on a tous cette vision romantique du vieux clochard, non, mais
On le sait tous, là, à une autre époque, là, que si on a pris le métro il y a 20-30 ans, il y a toujours eu des itinérants, mais qui n'amenaient pas, pour certains, le même enjeu de sécurité que certaines clientèles d'aujourd'hui, qui, pour certaines, sont itinérantes, pour d'autres, sont juste des toxicomanes qui deviennent, qui sont imprévisibles, on va le dire comme ça. Donc oui, on travaille. Puis on travaille avec, justement, les ressources sur le terrain, à l'extérieur, dehors du métro et dans le métro, pour qu'ils soient bien coordonnés, pour qu'on évite de se refiler la balle, parce que quand on fait juste garrocher quelqu'un d'un bord ou de l'autre, on ne règle pas le problème. Donc, on travaille avec les ressources d'aide. On travaille avec le fait qu'il y a certaines populations qui sont expulsées des ressources d'aide, donc qui ont besoin d'une aide supplémentaire. On travaille avec le réseau de la santé pour qu'il y ait une prise en charge structurante. On travaille avec la police pour qu'il y ait plus d'enquêtes, pour que les gros cas, problèmes graves de criminalité soient sortis du métro. Mais ceci étant dit, là, on va se le dire, à Montréal puis dans notre société aujourd'hui, il y a un manque de ressources pour la santé mentale, la toxicomanie puis l'hébergement de ces clientèles vulnérables-là. Donc moi, je travaille avec la mairesse, mais j'interpelle aussi le ministre Carman pour qu'il vienne nous donner un coup de main dans le métro. Qu'est-ce qu'il vous répond? Là, présentement, j'ai pas de réponse, mais je continue de l'interpeller. Ça fait combien de temps que vous l'interpellez? Écoutez, je lui ai écrit, on l'interpelle. Mais vous êtes en poste depuis 2021? Je suis en poste depuis fin 2021, oui, tout à fait. Donc, on travaille avec le réseau de la santé. Je ne veux pas dire qu'on n'a aucune collaboration avec le réseau de la santé. Ceci étant dit, si on veut faire un choix de société d'investir plus de ressources, d'aide de première ligne, ça prend des choix politiques. Puis c'est là-dessus. Donc, il y a des gens qui font un travail formidable là, pour l'aide aux populations vulnérables et qui nous sauvent d'agressions sans qu'on s'en rende compte parce que le problème est pris en charge à la source et désamorcé. Donc, moi, je veux rendre hommage, à toute cette clientèle, à tous ces travailleurs-là qui sont souvent d'ailleurs mal payés, qui nous viennent en aide et sans eux, ça serait tellement pire. Et on reconnaît la valeur de travail, on en veut plus. Là. Qu'est-ce qui se passe au garage? Ça, c'était dans la presse aujourd'hui, d'autobus Legendre, de la STM. Là, on parle d'un climat toxique, on parle de bataille. C'est la CNESST là, qui a écrit un rapport vraiment de la violence. On dit que vous êtes au courant, ça dure depuis 2019, puis qu'il n'y a rien qui se fait. Ce qui se passe, c'est une situation complètement intolérable. On veut que les gens veulent venir travailler à la STM, on veut attirer des nouveaux travailleurs. Puis quand on est pris dans des vieux climats de travail toxiques qui datent d'une autre époque, et ça, je dois le dire, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un type de relation de travail, que ce soit entre collègues, que ce soit dans une dynamique patronale syndicale, qui est un rapport d'autorité ou une méfiance envers l'autorité qui amène un climat comme celui-là. C'est complètement intolérable. Il y a un gros travail qui doit être fait aux ressources. Mais savez-vous, c'est quoi l'enjeu, là? Parce que le rapport de la CNESST est caviardé. Donc, on ne sait pas c'est quoi. C'est des employés entre eux, c'est des employés face aux superviseurs. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est, à terme, là, un manque de confiance en l'institution pour venir te protéger. Quand un climat dégénère à ce point, c'est qu'à un moment donné, on perd confiance. Et c'est ça qui, moi, m'affecte le plus dans ce dossier-là. C'est qu'envers nos employés, on doit avoir un lien de confiance pour qu'ils sentent qu'il y a une prise en charge. Parce que sinon, justement, on se réfugie dans des guerres de clans, des comportements. On choisit son camp, puis on arrête de faire confiance au fait qu'on va être protégé si on a des enjeux de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler à la STM. Le syndicat vous blâme de ça. Là. Écoutez, moi, je ne suis pas dans la distribution de blâme, mais je suis dans un constat réaliste qu'il y a un problème qui est complètement inacceptable. Puis il faut amener des solutions, puis il faut amener des solutions de ressources humaines et d'encadrement de la sécurité dans nos centres de transport, Pierre, le STM. Moi, comme employeur, là, qu'il y ait des employés qui se sentent pas en sécurité au travail, pas à cause de conditions externes, mais à cause de conditions internes, c'est très difficile à accepter. Puis c'est pour ça qu'il y a un mandat clair qui a été donné à notre direction pour améliorer la situation. Allez-vous débarquer? Vous êtes costaud, vous, là? Vous pouvez faire régler le trouble sur place? Est-ce que vous voulez qu'on y aille ensemble? On peut y aller ensemble. C'est quoi le problème, là? Pose tes outils, ça gramouille. Non, mais c'est parce que rentrer travailler en sachant que tu vas te faire écœurer ou que tu vas avoir un conflit sans arrêt, c'est pas agréable. C'est pas des conditions de travail qui sont acceptables. Non, tout à fait. Puis écoutez, là, tu sais, comment le dire, là? On le voit, le marché de l'emploi, là. On voit ce qui est recherché chez les jeunes travailleurs. Et à la STM, on est peut-être dans un schéma d'une autre époque où c'était une position confortable, sécure, sans stress, une sécurité d'emploi. On le sait qu'aujourd'hui, les jeunes travailleurs, et moi je trouve que c'est un plus, cherchent un environnement de travail stimulant. Mais si on a cette prise-là,
on se tire vraiment dans le pied comme institution dans notre capacité à recruter des jeunes. Mais Puis il en faut des jeunes à STM en Pourquoi passant. il est caviardé, ce rapport-là? Écoutez, j'ai pas les détails. Moi, je suis président du conseil d'administration. Là. Je peux vous revenir avec des réponses plus précises là-dessus. OK. J'imagine que c'est des questions de respect de la confidentialité des personnes qui ont témoigné, mais j'ai pas la réponse à ça. OK. Dimanche, l'humoriste Eric Caldwell, le père de l'humoriste Alexandre Champagne, se fait agresser à la station Jean Talon. Personne ne fait rien. Il est obligé lui-même d'appeler la police. D'abord, savez-vous où en est l'enquête là-dessus? Je sais que l'enquête progresse. Je n'ai pas les détails. Il y a une certaine étanchéité entre les éléments. J'ai parlé à M. Champagne, ceci dit, la victime. Et on va rester en contact, justement, parce qu'il y a des suggestions à nous faire sur l'amélioration de la sécurité dans notre réseau. C'est un client... Comment ça, vous ne savez pas déjà? Jean Talon fait partie des stations qui sont ciblées, là. Tout à fait. Non, mais clairement, il y a des enjeux de sécurité dans le métro. Ça c'est le postulat de base, puis il est réel. Puis il y a une dégradation, justement, de certaines conditions d'une partie de notre clientèle qui amène une insécurité pour la clientèle générale. Mais, ceci étant dit, nous, ce qu'on a fait à la STM, c'est 2 priorités. Moi, depuis que je suis en poste, il y a eu 2 priorités. Parce que tout le monde, je vais être honnête, là, les gens, je suis en contact avec les clientèles, je suis en contact avec la communauté. Ce que les gens demandent, c'est une amélioration du service, puis ça se manifeste beaucoup au niveau de la fréquence, et une amélioration des conditions de sécurité. Ouais. Donc, les 2 seuls choix qu'on a fait à la STM où on a voulu bonifier notre offre, c'est la fréquence des autobus et la sécurité dans le métro et dans l'ensemble de notre réseau. Donc, les 2 seuls ajustements qu'on a faits, c'est rajouter un peu de fréquence des autobus. Ça, c'est un choix qu'on a fait qui a été entré en fonction fin août 2023. Et après, c'est l'embauche de 60 ressources supplémentaires. 20 constables spéciaux, on a créé un nouveau rôle d'ambassadeur. Si vous les voyez dans le métro, sont jaunes. Oh non, mais lâchez-moi avec vos ambassadeurs. Ça, non, c'est mais ridicule. écoutez, on va s'en parler. Je veux y revenir, mais je veux juste continuer ce qu'on a fait, là, mon énumération. 20 constables spéciaux, 20 ambassadeurs et 20 préposés à l'entretien parce que la propreté est un élément fondamental. Tout à fait, oui, dans les stations. Donc, dans un contexte où cette année, on a coupé 232 postes à la STM, on a aussi fait le choix, dans un contexte où on a coupé dans le reste de l'entreprise 232 postes, de préserver le nombre de chauffeurs, justement, pour maintenir l'offre de service et la fréquence et engager 60 ressources de plus en termes de sécurité. Donc, il y a un choix clair là, qui est fait à STM. Il y a des gens qui nous écrivent, M. Caldwell, là, il y en a 4 là, qui nous parlent des corridors, des couloirs, des tunnels dans le métro, où ils ne se sentent pas en sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bon point. Effectivement, là, depuis cette année, on fait avec des clients qui nous sollicitent des marches exploratoires dans notre réseau pour que les clients nous indiquent, nous spotent là, les endroits où ils sentent qu'il y a un enjeu de sécurité, un raccoin. On a demandé à nos équipes aussi de faire un job sur l'éclairage cette année. Il y a de l'éclairage qui n'est pas encore au niveau qui devrait être dans le métro. Et de la surveillance, moi, à Place Bonaventure, là, les couloirs sont très longs et souvent, tu as des mauvaises surprises quand tu arrives dans une courbe. Ben, les couloirs du métro, il y a les couloirs... À Bonaventure, c'est un cas que je connais très bien parce que j'y travaille. Là. Il y a des couloirs qui relèvent des tours à bureaux et des couloirs qui relèvent la STM. Sur ceux qui relèvent la STM, en tout cas, il y a une surveillance. Puis plus de présence accrue, plus de caméras. On a 2000 caméras dans le métro et ça va continuer. OK, si vous avez autant de caméras, comment ça fait qu'il n'y a personne qui a vu M. Champagne à la station Jean Talon en plein jour? Là-dessus, j'ai 2 choses à dire. Bon, à la question, comment se fait qu'il n'y a personne qui l'a vu? Moi, j'ai demandé un post-mortem justement pour savoir quand est-ce que ça a été détecté. J'ai parlé à M. Champagne, il a lui-même, comme vous dites, appelé le 911. Il y a quelque chose qui nous questionne dans le fait qu'il y a des gens qui auraient vu l'incident sans le signaler. Donc, tout ça, je n'ai pas la réponse précise. J'attends un rapport détaillé là-dessus. Mais une chose qui est claire, c'est que oui, il faut, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans le métro, il faut le signaler. Puis c'est un message que j'aimerais envoyer aux clients, là, c'est signalez-le. Signaler, on peut le faire avec il y a des huches sur chaque ligne métro avec un téléphone qu'on peut prendre pour appeler la sécurité. N'importe quel employé de la STM, quel qu'il soit, quel que soit son corps de métier, il faut lui dire. Sinon, on a un réseau cellulaire dans l'ensemble du métro, le 911, ça fonctionne. Alors, et il y a un formulaire sur le web aussi. Si jamais, des fois, on se dit « Ah, je devrais-tu le signaler? On est de retour à la maison, on va sur le site de la STM. » Il y a un formulaire spécifique pour les enjeux de sécurité. Donc, il faut plus les documenter, plus les signaler.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu le détecter avant ou est-ce qu'on l'a détecté avant? Dans ce cas-là, je n'ai pas la réponse précise, mais c'est une très bonne question. 6 d'augmentation d'agression contre les chauffeurs d'autobus, les constables spéciaux. C'était hier dans les nouvelles. Avez-vous des chiffres sur les usagers? On a des chiffres sur le nombre de plaintes, de signalements qui sont faites, qui sont à la hausse. Ouais. Il y a une hausse considérable. Genre? Écoutez, moi, je ne suis pas bon à me souvenir des chiffres, mais je vais vous le dire, là, comme par exemple... le nombre d'incidents violents rapportés dans le métro, c'est... le nombre de plaintes, désolé, c'est de 47 000, alors que c'était 25 000 avant la pandémie. Si on reprend le référent de 2019, on prend toujours le référent de 2019 qui est avant la pandémie. En 2017, 2018, 2019, on était autour de 25-26 000. Là, on est rendu à 47 000 signalements. Donc oui, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Bien, comme je vous l'ai dit, on concentre l'effort là-dessus. Oui, mais là, OK, on va revenir les ambassadeurs. Bon, parlons-en. M. Caldwell, sacrément, ils vont apporter des cocktails puis des bouchées aux gens. Là, ils peuvent pas intervenir. Moi, on m'a expliqué, là. Ils peuvent pas intervenir, ils peuvent rien faire, ils peuvent juste... Ah oui, madame, vous cherchez... Ça n'a pas de sens. Il y a une urgence d'agir, là. On n'a pas besoin de valets, on n'a pas besoin de portiers. On a besoin de gens qui vont intervenir pour calmer les agresseurs. Le principal constat, c'est qu'ailleurs dans le monde, là où ils ont adopté ce modèle-là, c'est une plus-value, ça aide. On n'a pas inventé le modèle, on a demandé un balisage parce que c'est toutes les sociétés de transport en Amérique du Nord qui vivent les mêmes enjeux de sécurité. Oui, ça, c'est clair. Donc, on se parle et on partage les bons coups. Ça fait partie des bons coups de l'industrie. Pourquoi c'est un bon coup? Je vais essayer de vous convaincre. Parce que, c'est les yeux et les oreilles dans le métro. Puis, si vous avez remarqué, les ambassadeurs ont toute une radio là, sur la poitrine. Donc, sont en contact avec le reste des forces de sécurité, que ce soit la police, que ce soit les constables spéciaux. Donc, ils peuvent faire des signalements, ils peuvent orienter l'action pour être plus efficace de ceux qui sont autorisés à faire l'intervention. Vous avez raison, les ambassadeurs ne font pas d'intervention, quoiqu'ils peuvent souvent faire de la désescalade, désamorcer avant qu'une situation se produise. Ils sont formés pour ça et ils le font. Aussi, on va se le dire, on va être honnête, M. Dutrisac, là, comme tout le monde, on est face à des enjeux de recrutement pour nos constables spéciaux, nos forces de l'ordre. Donc, c'est une belle porte d'entrée aussi pour quelqu'un qui veut devenir un intervenant en sécurité dans le métro et plusieurs d'entre eux vont d'ailleurs graduer pour être constables. Là, vous en avez quoi, 6? On en a 6. Non, on en a plus que 6 parce qu'il y a une deuxième cohorte qui est rentrée. Je n'ai pas le nombre précis. Non, mais on vise 68 20. Stations, c'est non, pas assez. Oui, mais M. Dutrisac, oui, j'en prendrais plus, j'en ferais plus. Ouais. Mais là, l'effet de ça, c'est que je coupe les heures de service. Là, je veux quand même être clair là-dessus. Là. Moi, je suis financé, puis dans le modèle de financement, on a un financement unique de l'ARTM. On est financé au kilomètre, aux heures de service offerts. Comme société de transport, lorsqu'on fait le choix d'investir en sécurité, on n'est pas financé pour. Donc, on le fait en dégageant des marges de manœuvre sur le reste de nos opérations. À un moment donné, il va falloir se dire qu'un réseau de transport à Montréal, avec les défis de sécurité, il faut savoir financer la sécurité de ce réseau de transport-là. Et il va falloir que ça soit reconnu comme un critère de financement. Et ça, c'est votre amie Mme Plante, là, qui vous envoie pas assez de policiers. Ah non, parce que il y a les forces de sécurité du métro, puis il y a les policiers. C'est deux enjeux. Les policiers... Mais là, on est rendu à vouloir des policiers. Pas des ambassadeurs, pas des balayeurs, on veut des policiers. Regardez ce qui arrive à New York, M. Caldwell. Là, ils viennent de rentrer l'armée. Ouais. Parce qu'il y a des meurtres, des agressions. C'est plus vivable. Je sais pas, vous êtes allé à New York. Moi, je suis allé il y a 5, 6, 7 ans. Puis je suis allé avec mes petits pits, puis on a pris le métro, puis on avait la paix. Et là, vous l'aviez dit, la pandémie, l'immigration massive, là, la gestion de tout ça n'est pas simple. Bien, ça a dérapé. On ne veut pas se rendre là. Alors là, il me semble que vous devriez demander des policiers pour qu'on ramène un peu de paix dans les stations. Mais je veux quand même dire que nos constables spéciaux, c'est un statut qui est défini dans la loi sur la police. C'est des diplômés Nicolet. C'est des gens qui sont spécialisés en intervention. C'est des armes... C'est des gens qui n'avaient pas d'armes intermédiaires. C'est une des décisions qu'on a prises depuis que je suis en poste. Maintenant, ils ont le poivre de Cayenne en gel qui leur permettent de mieux intervenir. Ils le demandaient depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on a débloqué avec le ministère de la Sécurité publique. Donc oui, on veut plus de constables spéciaux qui ont leur effet dans le réseau, là, et puis demander à n'importe qui. Mais qui vont en pogner un, là, qui est... Moi, il y a des ils peuvent faire des arrestations, les constables spéciaux. Il y a des femmes qui ont appelé, là, puis ils disent, moi, j'hésite à prendre le métro maintenant parce que c'est fait intimider, c'est fait presque voler, c'est fait écœurer. Puis à un moment donné, vous êtes là, vous m'expliquez tout l'organigramme, je comprends là, avec quoi vous êtes pogné, mais sur le terrain, là, de toute évidence, ça ne se règle pas. Magali nous écrit, qui utilise le métro, M. Caldwell, est-ce qu'il y a des gens qui regardent les caméras de surveillance
en temps réel, en direct, où tout est enregistré, puis on se dit, il y a eu un événement, là, on les regarde par la suite. Moi, je vous dis, là, ça prend... Moi, j'aimerais avoir plus de constats sociaux, plus d'ambassadeurs, plus de caméras, plus de gens qui les analysent et plus de policiers sur le terrain. Moi, je veux tout ça parce que... Qui répond pas à vos demandes? Non, mais attends, pour l'attractivité du mode, ça prend une qualité de service. Ça reste le déplacement qui est cardinal dans son choix si on prend le transport collectif. Puis après, si on se sent en sécurité. Qui répond pas à notre demande, je vais vous répondre assez franchement à ça. Le transport collectif n'est pas une priorité présentement, justement, dans les investissements publics, là. Ça, soyons clairs. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier budget provincial. On est en demande sur le financement, oui, des nouveaux projets de transport collectif, mais le débat se fait beaucoup sur l'infrastructure. Là, on ne parle pas d'infrastructure. On parle d'argent pour opérer le système. On parle de gens qui sont sur le terrain, qui interviennent, justement, pour les auditeurs qui vous écrivent. Ça, je vous le dis, là. Et là, c'est un cri du cœur comme administrateur. Moi, je suis financé pour une prestation de service qui se compte en kilomètres, qui ne se compte pas en qualité de sécurité. Il faut savoir changer les critères de financement du transport collectif. Et si c'est vraiment une priorité pour l'ensemble de la société, si c'est une priorité pour le gouvernement, il faut savoir mettre de l'argent qui compte, c'est-à-dire qui va faire une différence, puis de l'argent pour la sécurité, c'est de l'argent qui va faire la différence. On a fait un sommet pour les voitures volées. Pensez pas qu'il serait temps d'avoir un sommet, puis vous à la tête, là, pour l'état du métro, parce que là, les employés vivent un climat de peur, se font cracher dessus, se font insulter, se font agresser. Les usagers ont peur de prendre le métro. Il me semble qu'il y a une intervention plus sacrante à apporter. Je suis parfois circonspect face à ces sommets-là. On le juge au résultat. Là. Moi, ce qui compte, c'est les résultats. Si le sommet, c'est une façon... de les avoir autour de la table. Si le sommet, c'est une façon d'atteindre le résultat, je suis pour le sommet. Je suis pas sûr que ce soit la bonne façon. Mais ultimement... moi non plus. Sincèrement, non. Moi non plus. Je prenais votre suggestion. Là, j'essayais d'y répondre avec doigté. Là. Mais soyons honnêtes, là, c'est les résultats qui comptent. C'est le sentiment de sécurité puis la sécurité des auditeurs qui sont en train de vous écrire. Je vous le dis, là, au fur et à mesure qu'on va confirmer les choix de société en choix d'investissement pour le métro, ça viendra avec un développement du réseau pour avoir une meilleure offre puis des meilleures conditions de sécurité. Okay, c'est pas une réponse, ça, c'est ma bataille. C'est pas une réponse. Étiez-vous pour le définancement de la police, vous? Parce que Mme Plante m'avait dit, la porte est ouverte au définancement de la police. Étiez-vous, parce que vous êtes à Projet Montréal, vous êtes à gauche, est-ce que ça faisait partie de vos convictions? J'ai participé au débat qu'il y a eu dans notre parti là-dessus. On s'est rallié derrière une position que moi je défendais, qui n'est pas pour le définancement de la police. Et si on voit le bilan de Mme Plante, depuis qu'elle est mairesse, il y a un effort supplémentaire qui est mis pour la police. Puis à la STM, il y a un effort supplémentaire. Pas réel. Parce que, non, il y en a plus qui prennent leur retraite qui sont engagés. C'est pas un effort réel. Là. Vous, ça ne règle pas votre problème. Je comprends, vous ne voulez pas vous pogner avec Valérie Plante, mais dans ces circonstances, c'est pas elle qui va vous aider à mettre de l'ordre dans le métro. Je vous dis des policiers puis des constables spéciaux, moi, j'en prendrais plus. Là. Si on a les moyens de les financer, j'en prendrais plus. Qu'est-ce qui arrive avec le garage à autobus Bellechasse qui était censé, en 2017, coûter, vous n'étiez pas là, en 254 millions, en 2022, 584 millions. En 2024, c'est rendu combien? On a voté un nouveau règlement d'emprunt il y a quelques mois, c'est 500 quelques millions. Je ne veux pas vous induire en erreur, là, mais il n'est pas fini. Salem m'a dit que c'est pas loin d'1 milliard. Là. Non, il y a un règlement d'emprunt qui a été voté au conseil municipal. La REF Salem l'a voté avec nous, justement, sur la révision du règlement d'emprunt, parce que oui, les coûts ont augmenté. Votre chronologie est la bonne. Votre chronologie est la bonne. Là. C'est un dossier qui a coûté plus cher que prévu. Pourquoi? C'est la question que je pose à l'ensemble de mes équipes, c'est sur lequel on travaille depuis que je suis arrivé, parce que vous comprendrez que... Attendez, ça fait 3 ans que vous êtes là. Non, mais attends. Qui va répondre, là, mais M. Dutrisac, quand j'arrive puis j'ai un dossier comme ça, pensez-vous que je suis content? Pensez-vous que je suis heureux? Pensez-vous que j'aime ça? Moi qui veux convaincre les gouvernements d'investir dans le transport collectif, d'avoir un dossier comme ça... Pour un garage... on s'entend-tu? C'est un garage. Puis pas capable de construire un garage... dans les coûts annoncés. Là, on ne va pas vous donner plus parce que vous n'êtes pas capable de gérer un garage. La construction d'un garage, la façon dont la construction de ce garage-là a été gérée,
n'a pas été la bonne. C'est une nouvelle façon de gérer la construction qui est en gérance... On n'en veut pas. Non, mais ça s'appelle la gérance de construction. Ça n'avait jamais été appliqué par la STM. Et force est de constater que la recette, cette fois-ci, n'était pas au point. Moi, ma façon d'être constructif pour l'avancement du transport collectif, parce que je ne referai pas l'histoire du garage de Bellechasse, c'est que plus jamais ça se reproduise. Donc là, les mécanismes de surveillance et de gestionnaires hands-on, je dirais, là, des gestionnaires qui sont plus liés aux opérations et à l'évolution du dossier ont été mis en place. Et ça amène une valeur qui s'appelle l'imputabilité. Et c'est pour ça que je suis pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa job là-dessus? Parce que tu annonces 250 millions, tu es rendu à 600 millions, puis là, c'est 350 millions. Toute l'équipe qui dirige le projet a été renouvelée. Été renouvelée? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qui dirigent le projet que ceux qui l'ont initié. OK, ça, je peux vous dire. ont été remplacés. Oui, exactement. OK. Donc, ceux qui sont... Parce que là, il faut le finir, ce garage-là. Là. On a beau regretter les erreurs du passé, il faut le finir. On ne fera pas l'îlot voyageur 2 fois, là? Non, mais là, le garage, il va être fini, puis il va être des autobus qui vont offrir des services à la population à partir de ce garage-là. Mais ça, moi, quand je fasse un défi comme ça, j'arrive, puis j'ai un dossier comme le garage Bellechasse. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour la progression, puis la sécurité, puis la pérennisation du transport collectif? C'est m'assurer que les moyens de gestion et de reddition de comptes et d'imputabilité dans mon organisation fassent en sorte que ce genre de projet-là ne se reproduise pas. Parce que ce n'est pas l'intervention d'un président dans un dossier spécifique, le suivi des comptes, qui va faire la décision. Donc, il y a tout un changement qui est mis en œuvre à la STM à plusieurs niveaux, surtout au niveau de l'approvisionnement et de l'encadrement juridique de nos ententes commerciales. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez me convaincre, M. Caldwell. Je vais vous donner un autre exemple. Allez-y. La ligne bleue. Oui. La ligne bleue, 2018, on annonce à peu près 4 milliards. 2019, 4 milliards et demi. 2021, 6,1 milliards. En 2024, c'est rendu combien? C'est 6,4 milliards présentement, qui est le dossier d'affaires sur lequel on travaille, est 6,4 milliards. Le dossier d'affaires n'a pas été adopté. Il devrait être adopté plus tard cette année, où là, on aura un chiffre précis. C'est 2 milliards et demi de plus que prévu. Ouais. Ça, là-dessus, là, un autre constat. On a un système d'appel d'offres au Québec qui se base sur l'ouverture du marché. Vous savez que c'est l'ensemble des contrats, quand on construit un prolongement comme celui de la ligne bleue, c'est des contrats qui sont donnés en appel d'offres public au secteur privé. Mm-hmm. On a un système d'appel d'offres qui se base sur l'ouverture de marché alors qu'on n'a pas de marché. Bon, je vais le dire aussi simplement que ça. C'est qui mise sur la concurrence, sur le fait que c'est via les mécanismes de concurrence dans le marché qu'on atteint le meilleur prix. Ça ne marche plus, ce système-là. D'ailleurs, les autres grands projets de transport collectif ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est pour ça que je suis un allié objectif de la ministre sur ce dossier-là. Quand elle veut créer l'agence de mobilité pour les grands projets d'infrastructure, elle veut revoir les règles contractuelles d'approvisionnement pour qu'on soit capable de négocier avec les entrepreneurs pour avoir le meilleur prix. Là, pour le prolongement de la ligne bleue, on ne peut pas négocier avec les entrepreneurs des éléments du contrat. Et c'est une façon d'avoir des meilleurs prix qu'on réclame et que j'ai réclamé dès mes premiers jours à la STM. Ouais. Puis j'espère que ça va déboucher ce dossier-là. Parce que la ministre le ministère des Transports, la ministre et moi, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a encore 14 comités distincts qui gèrent la ligne bleue? Est-ce non. Que tout ça, c'est... Ça a été épuré, effectivement. Ça a changé. C'est bien des chefs, ça, pour décider comment on va gaspiller notre argent. Vous savez, M. Dutrisac, on ne fait pas juste s'empirer, on s'améliore sur certains points. J'ai hâte de voir lesquels. Là, je vous en ai nommé une couple, là, on n'est pas d'accord. Là, mais... Deux affaires, là, avant qu'on se quitte, M. Caldwell. D'abord, le vandalisme. Combien ça vous coûte en termes de vandalisme? Ça revient au manque de surveillance, au manque de présence de gens. Et l'autre affaire, ceux qui sautent sans payer, là, ceux qui passent sans payer. Encore une fois, les employés disent hey, on va pas se mettre à courir après toutes les crapules qui veulent pas payer. Oui. J'aime pas avoir une réponse précise. Combien ça nous coûte en vandalisme? J'ai pas la réponse précise à ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que, je l'ai dit, là, le métro, on convient qu'on a un défi avec ses multiples portes d'entrée. Là. C'est facile de mettre une guérite à... lorsqu'un édifice, un grand édifice public a 2 ou 3 portes d'entrée, lorsqu'on en a des centaines comme les métros, on convient que c'est un peu plus difficile et ça fait exploser les coûts, justement. Pour ce qui est de la surveillance des titres,
le travail qui a été fait lorsqu'il y a eu l'arrivée de la carte Opus il y a des années, là, que j'ai vécu comme client, faisait en sorte qu'avec des titres électroniques, on a un taux de fraude qui est moins grand qu'avec le paiement en espèces comptantes. Ceci dit, il y en a encore. Puis là, certaines sociétés de transport ne font aucun contrôle à l'entrée, mais seulement des contrôles aléatoires, un peu comme un radar de vitesse où quand tu te pognes, ça te fait mal. Quand tu te fais pogner, ça fait mal. Il y a certains réseaux de transport à travers le monde qui ne font plus un contrôle à l'entrée. En anglais, ils disent un gating. Là. Ils ne font plus un contrôle à l'entrée dans le réseau, mais ils font que des contrôles aléatoires et c'est par l'aspect coercitif et punitif qu'on arrive à mettre de l'ordre. À Montréal, on fait un peu des deux. Je vous le dis, là, moi, j'en reçois à chaque mois des courriels de gens qui sont fait donner un ticket parce qu'ils n'ont pas payé leur titre. Là. Je vous assure que ça arrive parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent. Donc, il y a un peu des deux. Dans les calculs qui sont faits, on considère qu'on a l'équilibre et qu'on a un taux de fraude de moins d'1% avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent, M. Caldwell, en conclusion, là, pour la sécurité? Parce que si tu ne te sens pas en sécurité, tu vas prendre ton char, tu vas prendre autre chose que le métro. Je suis un client du métro, là, je le comprends. Ceci dit, Avez-vous été victime? Non, j'ai jamais été victime. Parce que vous êtes un gros garçon, c'est pour ça. Là. Exactement. Puis c'est pour ça que je parle à des victimes, justement, parce que ça m'aide à comprendre leur situation. Comme je ne l'ai jamais vécu, la seule façon de vraiment comprendre l'impact d'une agression sur quelqu'un, c'est de parler à quelqu'un qui s'est fait agresser. Puis ça, je suis... ces témoignages-là m'habitent, je dois dire, M. Dutrisac. Puis c'est un moteur à mon action. Là. Alors, ce que je leur dis, c'est de le signaler. Signaler, là. Avec les huches sur les quais, avec le 911, avec... C'est pas ça que les gens veulent entendre. Non, mais moi, mais je peux-tu... Là, aujourd'hui... Oui, mais j'aimerais finir, là. Non. Le signalement nous permet de mieux connaître puis d'ajuster la sécurité systémique. La sécurité systémique, c'est les caméras, la surveillance, le déploiement de nos troupes sur le sol, nous permet de mieux agir de façon préventive pour mieux connaître la situation. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est le signaler. 2, je leur dis, comme client, j'espère que vous serez solidaires de la bataille qu'on fait justement pour avoir plus de ressources en transport collectif. Parce qu'en ayant plus d'argent en transport collectif, un des premiers endroits où on va réinvestir, c'est en sécurité. Est-ce qu'il y a des gens pour assurer la sécurité dans chaque station de métro? Il y a un ensemble de personnel dans chaque station de métro. Il y a les employés à l'entretien. Et quand j'ai dit qu'il faut signaler, c'est à n'importe quel employé de la STM, là, que ce soit un préposé à l'entretien, quelqu'un dans la loge. On ne va pas intervenir quand tu as une gang de crottés qui écœurent les gens. Là. On ne peut pas demander ça à quelqu'un qui s'occupe de l'entretien. Il est engagé pour l'entretien. Mais la question, est-ce que j'ai un constable ou un policier dans chaque autobus ou chaque station de métro en tout temps? La réponse, c'est non. J'ai pas dit chaque autobus. Non, mais moi je vous le dis chaque station. parce qu'on a vu le nombre d'agressions envers les chauffeurs d'autobus. Là. C'est un enjeu que je ne veux pas diminuer, qui est important, donc ça prend une surveillance là aussi. Là. Donc, à la réponse, qui est à la question, est-ce que j'ai toujours un personnel spécifique à la sécurité dans chaque station? Non, mais il y a toujours du personnel à la STM, par contre, qui peut être un relais pour une intervention efficace le plus possible. Question honnête, là. Je vous pose la question honnêtement. Moi, j'ai vu Philippe Schnob, un ancien de Radio-Canada, être nommé à la tête de la STM par faveur de Denis Coderre. Est-ce que vous êtes là aussi par faveur de Projet Montréal, par affiliation avec Valérie Plante, ou vous êtes compétent pour être président de la STM? Bonne question. Philippe Schnob, d'ailleurs, on se rappelle qu'il a été nommé après qu'il ait perdu son élection. C'est ça. Il a perdu son élection et il a été nommé. Moi, mon parcours, je vais laisser aux gens juger de ma compétence. Moi, mon parcours, je suis quelqu'un qui a milité dans mon quartier contre un projet d'autoroute. Je viens d'Hochelaga, c'est l'autoroute Notre-Dame, pour un projet de transport collectif sur la rue Notre-Dame. Parce que dès les premières années de mon implication, en 2005, je considérais que la façon d'articuler les investissements publics et l'effort devaient être autour du transport collectif. Donc, j'ai milité. Je me suis présenté 3 fois avec un même programme sur le fait que la priorité de notre ville, de notre société, doit être le transport collectif. J'ai perdu 2 fois. J'ai été élu la 3e fois. J'ai été un conseiller municipal dans l'opposition. Après, j'ai été 4 ans responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal, où j'ai eu beaucoup d'interactions avec la STM. Et je me suis représenté aux dernières élections que j'ai gagnées, que la mairesse Plante m'a gagné. Et la mairesse Plante a décidé de ne pas perpétuer ce qui avait cours ces dernières années, c'est-à-dire que ce soit un président non élu, le président de la STM, et on est revenu à ce qui était
un président élu. Michel Labrec a été le dernier élu président de la STM. Il a été aussi un président non élu parce que lorsqu'il a perdu son élection, le maire Tremblay l'a gardé. Mais Michel Labrec est devenu président de la STM comme un élu et tous ses autres prédécesseurs. Et c'est comme ça dans la majorité des sociétés de transport au Québec. Donc, moi, je vous laisse juger de ma compétence, mais tout mon parcours... Vous sentez-vous compétent pour gérer ça? C'est ça ma question. Je me sens particulièrement compétent, justement, pour être à la tête du conseil d'administration de la STM et faire en sorte que mes équipes de gestion, qui, elles, sont sur le terrain à régler l'ensemble des enjeux spécifiques, que je m'entoure d'une équipe de gestion efficace, spécialiste dans le domaine, mais je reviens à un terme qui est l'imputabilité, M. Dutrisac. On est dans un système où les élus doivent être imputables et c'est comme ça que je conçois mon rôle, c'est comme ça que je conçois mon rôle d'élu, puis c'est comme ça que je conçois mon rôle de président de la STM, c'est-à-dire confirmer les orientations, en être imputable et rallier l'ensemble du débat public puis de la société autour des objectifs qu'on a. Puis là-dessus, oui, je me sens compétent. Est-ce que Lionel Carman a votre numéro de téléphone? Je ne crois pas qu'il l'ait. Il l'a pas, hein? Non. Peut-être lui donner. Excellent. Ça, puis l'autre pour la sécurité, c'est qui? M. Bonnardel? M. Bonnardel, ceci dit, on a eu... Lorsqu'on a demandé que nos constables spéciaux aient le poivre de Cayenne, M. Bonnardel l'a accordé et son ministère l'ont accordé d'emblée. Donc, on a eu des bonnes collaborations. Voyez, à se parler, on règle des affaires. Ah, je suis d'accord avec ça. Vous m'invitez quand vous voulez, M. Dutrisac. Merci, Eric Allen Caldwell. Merci de vous être déplacé, d'avoir pris le temps de nous parler, parce que les gens veulent des réponses, veulent des changements, veulent des décisions, puis ils veulent le voir dans le métro au jour le jour. Tout à fait, on est d'accord. Parfait. Merci, bonne chance.